Les amis, bienvenue à tous dans Money Talks, l'émission business proposée par Apostrophe. Alors je rappelle le concept, on accueille des invités au parcours inspirant et on échange autour de leur business du moment. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur au parcours aussi riche qu'atypique. Fritz Agricole est avec nous. Comment vas-tu, Fritz? Bonjour Quentin, ça va? Prêt pour l'émission? Prêt. Parfait. Alors avant de commencer, je le rappelle, tu es aujourd'hui à la tête d'un groupe qui porte ton nom et qui mêle mode, retail, production, création, bref, plein de choses. Mais avant de commencer à parler business, on va revenir aux origines. Alors on va revenir au tout début, à ton enfance. Tu es né dans le Val d'Oise, tu as grandi à Sarcelles. Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance ? Beaucoup de choses. Une enfance très riche, très sportive, un dépassement de soi. J'habitais dans un quartier où il y avait toutes les nationalités, donc le vivre ensemble pour nous était important, essentiel, ça se fait vraiment naturellement. Scolairement, c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a pensé que ça allait partir. Ça allait flancher. Voilà. Et je suis tombé sur une professeure qui a cru totalement en moi, et ce qui a fait que j'ai beaucoup nourri mon cerveau d'informations. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me sert assez. D'autant plus que tu dis que tu étais un banlieusard racisé, sans modèle de réussite qui te ressemblait. Comment ça t'a construit cette réalité-là? Alors cette réalité, c'est vrai que dans les années 90, les gens qu'on voyait à la télé qui étaient racisés, c'était ou des humoristes, on va prendre Smaïn, ou des sportifs, mais pas de personnes de la mode. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc en me disant, on n'est pas une communauté, on est tous des humains et on a besoin de vivre ensemble et d'apprendre les uns des autres. Mais effectivement, je me suis dit, waouh, en fait, on n'est pas représentés. Même dans les séries, dans les films, on était très peu représentés. Donc du coup, au fond de moi, je pense que je me suis dit, le jour où je me lancerai, c'est pour émerger et faire émerger les autres. Tu racontes aussi que tu as été entouré de femmes tout au long de ta vie. Est-ce que ça a influencé ton regard sur le monde et même ton travail aujourd'hui? Alors effectivement, c'est vrai que toute ma scolarité, je me suis retrouvé qu'avec des filles. Même quand on partageait la classe en deux, forcément, comme je fais l'agricole, donc j'étais premier de la liste, et il n'y avait que des filles. J'étais, tu sais, le bon copain. Celui à qui on confie, on demande conseil. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à ne pas avoir honte de ma sensibilité, déjà. Pour un homme, c'est pas toujours évident. D'avoir un sens de l'esthétique, un sens du regard. Et aujourd'hui, effectivement, je pourrais plus dessiner des collections de femmes que je pourrais dessiner des collections d'hommes. Parce que j'y arrive pas, parce que j'ai pas cette sensibilité et j'ai pas ce pouvoir de me dire ouais, on va créer quelque chose pour les hommes, que dans la femme il y a tellement de possibilités que... Ça t'a clairement influencé en fait dans ton travail. Complètement, ça m'a influencé dans mon style, ça m'a influencé dans mes valeurs et je pense que peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui sans ça, et le sport aussi. Alors très tôt, tu fabriques des choses, hein, tu recrées les robes de Barbie de ta sœur, tu faisais des tenues avec des sacs et du scotch, c'est ce que tu nous as dit. À quel moment tu comprends que la création, en fait, c'est plus qu'un simple amusement pour toi? Alors, je ne l'ai pas vu comme ça au départ. Au départ, c'était vraiment une façon pour moi d'exprimer quelque chose qui était en moi. Jusqu'au jour où ma mère en a eu un peu marre que je vole cet oreiller pour justement fabriquer des robes de Barbie. Donc j'ai pris des cours de couture et en fait, pour tout le monde, c'était une évidence que je travaillais dans la mode, sauf pour moi. Moi, je vais être un sportif ou un avocat international. Dans le déni, finalement. C'est ça, exactement. Et puis après, tu passes par un BTS commerce, puis la grande distribution. Et à 24 ans, tu prends une décision forte, tu reprends les études. Est-ce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là pour te faire reprendre ces études? Tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai financé mes études beaucoup parce que je travaillais pour un gros groupe. Et en fait, à 20 ans, j'étais déjà sous-directeur de magasin, donc 1000 mètres carrés, 12 employés, avec un chiffre d'affaires de 13 millions. Et je me suis dit, ok, donc tu as 21 ans, à 25, au pire, tu seras directeur régional. Est-ce que c'est la vie dont tu as envie de vivre? Et au fond de moi, il y avait toujours un petit côté
On a envie de créer quelque chose. C'était pas assez stimulant en fait. Parce que j'imagine que niveau argent, c'était plutôt correct, mais peut-être intellectuellement, c'était pas assez stimulant, c'était pas ce que tu recherchais. Alors, je sais pas si vraiment on peut dire que c'est stimulant, mais je m'y retrouvais pas. Moi, j'ai besoin de proximité, de connaître les gens, d'avoir une espèce de relation amicale mais professionnelle. Et effectivement, quand tu travailles pour les gros groupes, le amical professionnel, il est moins présent. J'imagine. Donc c'est pour ça que tu intègres ensuite une agence de scénographie et tu bosses pour des marques comme Lancôme, Kenzo, Isabelle Marant, Princesse Tam Tam, Caudalie. En fait là c'est une immersion dans un nouveau monde. Voilà, j'ai fait un stage, il m'a proposé de rester et je trouvais ça à la fois hyper excitant, à la fois hyper frustrant de bosser sur des décors incroyables pendant 3 mois et au bout du compte, ça durait une journée et il fallait tout démonter. Donc c'est comme si une partie de moi partait en fumée, donc il faut avoir ce certain recul et effectivement de pouvoir faire plein de marques qui sont différentes, qui ne sont pas sur le même secteur, ça t'apprend aussi à écouter, ça t'apprend aussi à observer le modèle de réussite ou pas. Parce que c'est pas toujours évident avec certaines personnalités et voilà, je pense que ça m'a influencé. Tu sais, les marques de luxe par rapport aux marques, on va dire de grande distribution, la seule différence c'est le sens du détail. Et donc eux, ils ont le petit détail surtout, le beau coffret, le haut packaging, la bonne formule, voilà. Et ça m'a appris ça, le sens du détail. Tu restes 4 ans, puis tu te lances, tu crées ta propre agence que tu développes pendant 16 ans. Là, c'était quoi? C'était une envie de liberté, une envie d'entreprendre? Alors, pas du tout. À la base, j'avais envie de faire autre chose. C'est-à-dire que changer de monde, quoi. Ouais, bosser 24 heures sur une journée, au bout d'un moment, ça t'épuise, ça te fatigue, et puis tu vois plus personne. Donc ça aussi, pour moi, c'était important d'avoir mes piliers à côté de moi. Après, j'ai vécu des choses exceptionnelles. Et en fait, c'est les clients qui m'ont dit non, on veut bosser avec toi, on veut bosser avec toi. Je leur ai dit non, parce que déontologiquement, c'est pas ma façon de fonctionner. Jusqu'au jour où il y a eu un petit couac, et je me suis dit ok, bah on y va. Ça a duré 16 ans. J'ai vécu des choses incroyables aussi. Et ça m'a forgé. Voilà. Il y a aussi un élément très fort. Tu évoques un combat de 10 ans contre la maladie. Alors voilà, sans forcément rentrer dans les détails, en quoi ça a changé ta vision du travail, du succès, de la vie en général? C'est vrai que j'ai longtemps cru que j'étais Goldorak. Et que rien ne pouvait m'atteindre. Du jour au lendemain, quand tu vois que tu es malade, que tu vois tout ton entourage s'évaporer, parce que du coup tu es un peu moins intéressant, qu'au bout du compte tu perds quasiment tout, ça t'apprend aussi à, alors pas à redescendre parce que j'étais pas une diva, mais ça t'apprend aussi à être un peu plus juste, un peu plus regardant, un peu plus bienveillant aussi. C'est très important aujourd'hui pour moi, la bienveillance. Et effectivement, dans le recrutement, c'est une des valeurs que je cherche en fait. Merci pour cette première partie, Fritz. On passe maintenant au business du moment. Alors aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau projet, le groupe Fritz Agricole qui porte ton nom. Si tu devais le résumer simplement, qu'est-ce que tu nous dirais? Un groupe créatif. Un groupe... À ton image? C'est exactement ça. Un groupe un peu original. On essaie de construire et de véhiculer quelque chose d'important qui pour nous aujourd'hui est primordial, c'est la bienveillance, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Donc on essaye à travers ce groupe, nous, d'avoir le moins d'impact possible, parce que c'est une des valeurs principales C'est un groupe avec des valeurs, hein, on en reparlera, mais voilà, les valeurs sont quand même au centre de ton business du moment. En fait. Oui, mais comme on a dit précédemment, effectivement, la maladie m'a appris aussi à faire ça et à me dire que, un, je travaille avec des gens que j'ai envie de travailler, voilà, et deux,
Ma différence, c'est bien de l'entretenir. Et c'est vrai que sur mon ancienne société, la baseline était notre style, c'est cultiver votre différence. Et aujourd'hui, je cultive ma différence. On parle d'une holding avec plusieurs activités. Pourquoi tu as pensé le projet comme un écosystème et pas comme une seule boîte? Alors à la base le projet c'était un magasin. Un magasin. Voilà, voire deux, mais pas plus que ça. Ça s'est fait un peu naturellement en me disant que je pouvais aujourd'hui être libre de ce que j'avais envie d'apporter. Donc du coup, pour moi c'était à chaque enseigne du groupe à une partie de moi ou une partie de mon vécu professionnel et personnel. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on voulait à travers ça. J'ai eu la chance d'être associé avec mes meilleurs amis et on est un peu pareil, donc on essaye d'être vraiment le plus juste. L'Esprit Bastier, par exemple, donc l'un des magasins, c'est quoi le concept exactement de ce premier magasin? Alors, à la base, c'était ça reste toujours la base, c'était un magasin de déstockage de marques. Donc, on allait des marques de grande distribution jusqu'aux marques de luxe. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Et c'est là où la réflexion a été longue, parce que j'en rajoutais à chaque fois. C'est plus qu'un magasin, c'est un lieu de rencontre. On veut créer une communauté, on ne veut pas un magasin communautaire. Donc on a mis des services pour les clients, on les a remis au centre du magasin, ce qui est important parce que effectivement la pandémie a fait que la désertification des magasins est beaucoup plus importante aujourd'hui. Donc nous, on essaye de les attirer et qu'ils passent un bon moment, du moment où ils sont rentrés, ou même s'ils n'achètent rien, du moment où ils sortent, ils ont le sourire, pour nous on a gagné. Là concrètement, si je suis client, je me mets dans le rôle d'un client, qu'est-ce qui fait que je passe un bon moment quand j'arrive dans le magasin? Alors déjà, tu vas être accueilli avec ou un café, ou un jus de fruits, ou une bouteille de champagne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il faut le rappeler, on mettra un bandeau en bas, évidemment. Et aussi après, tu as tout plein de services. Tu peux, donc le lundi matin, on est fermé hors période estivale. Tu peux privatiser 1 heure et nous on fait venir des stylistes, des modélistes, des coiffeurs, des maquilleurs. Okay. Pour te donner des conseils, tu peux acheter en 3 fois sans frais. On a un petit espace location de pièces de couture hommes et femmes pour les gens qui n'ont pas les moyens forcément sur un événement. C'est très personnalisé en fait, ça s'adapte au client. Exactement, en fait on va remettre le client au centre du magasin pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas qu'un porte-monnaie. Et nous c'est ce qu'on veut, donc on a misé beaucoup sur le décor, on a misé beaucoup sur le packaging, on a misé beaucoup sur le fait de faire venir des artistes, des expos, de la littérature, de faire des dîners privés dans le magasin, de faire des soirées, pour faire des soirées en fait, juste pour passer un bon moment avec nos clients et les connaître. Voilà. C'est ce que tu dis, hein. Tu dis qu'aujourd'hui on a perdu le lien entre justement le vendeur et l'acheteur, que la mode change, que des boutiques ferment, et toi justement c'est comme ça que tu règles cette problématique de... C'est ça, moi en tant que client je l'ai vu, il n'y a pas longtemps j'étais dans un magasin de luxe et j'ai voulu acheter un produit assez cher. En fait, on m'a pris un peu de haut et en fait, c'est comme si je les dérangeais. Ouais. Et moi, c'est ce que je ne veux pas. Je veux pas de vente forcée. Je veux juste que les gens, quand ils viennent acheter, Ils ont besoin d'un conseil. On est là. On peut les aider. On peut les aiguiller. Mais je veux pas qu'ils se sentent oppressés. Je veux vraiment qu'ils fassent un bon moment. Autre projet, Fanelli Paris, c'est une marque très personnelle, plus personnelle encore. Explique-nous le concept rapidement. Alors Fanelli Paris, c'est une maison de prêt-à-porter faite par une personne racisée, donc il y en a peu. C'est mes 25 ans de mode qui font qu'aujourd'hui j'arrive à une certaine maturité. Ce que je veux surtout, c'est à travers les différentes collections que la femme se sent forte. Les vêtements sont comme une armure, ça te permet d'être qui tu veux et d'être plus fort, et je pense que c'est important.
Justement, tu dis vouloir rendre les femmes plus fortes, plus sûres d'elles. Concrètement, comment ça se traduit dans tes créations? Déjà, nous, on va au double XL, donc on va sur une gamme plus large. Gamme assez large, oui. Voilà, même sur le défilé. Et puis, on fait en sorte que toutes les femmes puissent trouver une pièce. Voilà. Que ce soit un truc sobre, un truc un peu plus créatif, un truc un peu plus prêt-à-porter, un truc un peu plus couture. J'ai mélangé ce que je savais faire de mieux dans les deux pour créer justement cette maison. Parce que aussi, voilà, j'aime bien que ça soit un peu différent. Toujours autour des femmes, évidemment. Toujours autour des femmes. Et le nom est en lien avec ta grand-mère, il me semble. Exactement. Ma grand-mère qui était beaucoup pour moi. Comme je les appelle, ma mère et ma grand-mère sont mes reines. Et étaient. Pour ma grand-mère, et c'était une façon de lui rendre hommage à son combat pour nous apprendre les valeurs des choses et notre culture. Il y a aussi une dimension inclusive avec des projets comme 69+, par exemple. C'est important pour toi aujourd'hui de porter ces valeurs? Alors, dans l'ADN de 69+, effectivement, c'est une marque LGBTQIA+. Moi, j'ai été DJ dans le Marais pendant un certain nombre d'années. J'ai été DJ sur les Gay Pride. Je suis assez connu dans la communauté parce qu'on a organisé des soirées et des événements. Je pense qu'aujourd'hui, on a le devoir. Alors, les autres se sont battus pour nous. Et je pense que nous, aujourd'hui, on a le devoir d'éduquer, que ce soit les parents et que ce soit les personnes LGBTQIA+, plus jeunes, on doit les éduquer, les sensibiliser à ce qui fait qu'ils peuvent s'assumer complètement. Faire un travail d'inclusion. Exactement. En fait, 69+, c'est beaucoup plus qu'une marque, c'est une safe place. Je veux que la personne qui vient de province, la personne qui n'est pas sûre d'elle. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, la culture américaine est très importante aussi pour moi, et ça t'apprend le dépassement de ce que tu veux faire. Et la baseline de 69+, c'est no judgment, no discrimination et just love. Au moins, c'est clair. Voilà. Très important pour toi aussi l'insertion des jeunes, toi qui a grandi à Sarcelles. Pourquoi c'est essentiel d'intégrer cette dimension sociale dans ton groupe? Alors, ça fait 10 ans que je travaille avec des associations sans en parler, parce que je trouve que c'est quelque chose d'hyper personnel. Et encore une fois, quand j'ai créé ce groupe, je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter? Et j'ai pensé aussi à peut-être que moi, si on ne m'avait pas donné ma chance, j'aurais pas eu cette carrière. Et aujourd'hui, je ne reviendrai pas avec ça, en tout cas avec ces projets-là. Et pour moi, c'était essentiel d'essayer d'aider les autres. Et ça reste dans la bienveillance et dans les valeurs du groupe. Globalement, ton groupe il mélange donc business, création, comme on l'a vu, engagement, comme on vient d'en parler. Voilà, c'est volontaire, c'est une volonté de ta part d'avoir un projet aussi hybride? Ouais, parce que je pense qu'au fond, moi aussi, je suis hybride. Voilà, il est séparé en deux, enfin en 10 000 dans sa tête. Mais oui, pour moi, c'est même pas un truc réfléchi ni forcé, ça s'est fait totalement naturellement. Ouais. Ce groupe vraiment porte à chaque fois, que ce soit les 3 groupes différents et toutes les sociétés des groupes, portent à chaque fois un morceau de moi. Et c'était important que mes valeurs soient là-dedans, parce que ça m'a aussi redonné confiance en moi, parce que la maladie abîme malheureusement ton ego, la façon dont tu te perçois. La confiance peut-être. La confiance aussi, énormément. Et du coup, je voulais un peu comme un chef pâtissier quand il met sa dernière goutte. Voilà, ton dernier ingrédient comme ça. La cerise sur le gâteau. Voilà, et ben moi j'ai mis un peu d'ingrédients partout. Quels sont tes objectifs? Là, on est en début 2026 encore, globalement. Quels sont tes objectifs là pour les prochaines années? Alors, cette année, c'est extrêmement chargé. On a l'ouverture du magasin sur Paris dans à peu près 10 jours. Ensuite, on a l'ouverture du magasin à Bastia dans un mois. On a un pop-up store pour Cannes. Et plein d'autres choses qui vont arriver. Dans toute la France en plus là, dans toute la France, mais pas que la France. Dans notre expansion, on veut aller donc à Ibiza, à Palma de Mallorca,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy. En fait, on veut apporter une touche mode dans des endroits où les gens n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et se sentent bien conseillés. Voilà, tout simplement, un peu de bonheur, ça n'a jamais tué personne. Ça, c'est sûr. Et Voilà. c'est une vision internationale là, qui commence à se profiler. Alors oui, oui, comme je te dis, c'était une grosse année. Je ne fais pas partie d'une famille aisée, donc je n'ai pas les fonds nécessaires. Mais quand tu dois revenir sur le devant de la scène, il faut savoir le faire avec simplicité, grâce et un peu de paillettes, c'est pas mal. C'est une stratégie ambitieuse parce que tu parles d'un modèle sans gros emprunts, donc avec des vases communicants justement entre les activités. Ça, c'est ta stratégie. Ma stratégie, voilà, c'est un truc que j'ai appris en travaillant avec certaines marques. C'est de prendre des budgets sur le budget sur lequel on travaille et en mettre plus pour pouvoir en mettre moins. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est ce qu'on va faire ça. C'est-à-dire que le premier magasin va aider à monter le deuxième, qui le deuxième va monter et aider le troisième. Et tous les pop-up font que du coup, on génère des sous pour mettre dans les autres. Voilà. Tout se tient, les uns entre les autres. D'où la holding, d'où les groupes. C'est-à-dire que la holding chapeaute tout, mais en fait, les groupes peuvent prêter de l'argent on appelle ça donc une société mère, et ce sont des sociétés filles. Et les sociétés filles peuvent s'aider entre elles. Toujours dans le féminin. Voilà, tu as tout compris. Bon, pour finir, si tu pouvais parler aux frites de Sarcelles, plus jeune, celui qui ne voyait pas forcément le modèle de réussite, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais lui dire. Lui dire que reste bienveillant, reste comme tu es. C'est pas parce que tu vas prendre des coups que tu vas devenir aigri par la vie, au contraire. Persévérer. Persévérer, apporter du bonheur, aider les autres. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça va être mon combat. Merci Fritz d'avoir pris le temps de nous partager tes expériences, c'était très intéressant. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, je le rappelle, Instagram, TikTok, YouTube et depuis peu LinkedIn. Merci beaucoup, on mettra les liens dans la description, c'est des liens cliquables. Fritz aussi, on pourra mettre éventuellement tout ce qui te concerne. Merci à vous et à bientôt sur Apostrophe.